Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Salut Wilfried, super de t'avoir ici. Avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que tu peux rapidement te présenter à nos auditeurs ? Eh bien, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Wilfried. Je suis cofondateur de B-Site. On est une société à mission. C'est un statut qui est donné par la loi Pacte en France. Notre mission, c'est de réduire l'impact environnemental de l'industrie de la communication. Et l'idée, c'est de permettre aux communicants de s'engager dans la transition écologique avec une solution simple qui se compose d'une part d'outils web et d'une équipe d'experts qui accompagne les clients. Super. Ah, ça c'est une question que j'avais oublié de me noter, mais le petit focus, pourquoi entreprise à mission ? Eh ben, le principe de l'entreprise à mission pour moi, c'est de pouvoir mettre dans tes statuts, donc les statuts constitutifs de la société, des objectifs qui sont à portée sociétale. Donc une entreprise, on va dire qu'aujourd'hui son but premier, évidemment, c'est de générer de la rentabilité pour pas perdre de l'argent parce qu'elle a besoin de payer ses charges, etc. Et puis de générer du bénéfice. Donc ça, c'est un premier sujet. Et après, il y a plusieurs formes de sociétés qui permettent de réinvestir le bénéfice. Mais là, le but de la société à mission, c'est vraiment de dire, en plus de ça, on va vraiment se fixer cet objectif ou ces objectifs. Nous, en l'occurrence, on en a deux. Donc, réduire l'impact des supports de communication, l'impact environnemental, et assurer un haut niveau de satisfaction client, parce qu'on veut pas que la réduction d'impact environnemental se fasse au détriment de la qualité première de la recherche des clients, c'est-à-dire un support de communication qui a du sens, quoi. Je fais une petite aparté, mais la première interview que j'ai fait du coup sur le podcast Slow Marketing, c'était avec Adrien Martial de chez Iota, qui est aussi une entreprise à mission et qui avait expliqué assez en détail le pourquoi et le process d'une entreprise à mission. Donc si ça vous intéresse, je mettrai aussi le lien. B-Site propose des supports de communication donc éco-conçus. Ça va du stylo à la gourde, en passant par le traditionnel tote bag. Mais entre nous, est-ce que le meilleur goodies n'est pas celui qui n'existe pas ? Alors c'est une super question. Et alors le début de ma réponse, c'est de te dire que tout dépend de ce qu'on appelle goodies. Pour moi, la bonne question à se poser, c'est surtout est-ce qu'on veut encore distribuer des objets bas de gamme sans prendre en considération leur usage, la pertinence avec la cible à laquelle tu vas donner ces objets. Évidemment, dans ce contexte, pour moi, clairement, le meilleur goodies est celui qui n'existe pas. Après, quand tu regardes l'histoire du goodies, tu te rends compte que ça n'a pas toujours été comme ça. Donc le mouvement un peu ultra consumériste qu'on vit aujourd'hui, il est arrivé dans les années 90 à peu près, avec l'ouverture de la production asiatique, pleine période de mondialisation, et l'américanisation des modes de vie, donc si tu veux la consommation un peu à outrance. Donc pour faire simple, à l'époque tu pouvais faire 1000 stylos à 100 €, et donc on a connu une phase où les communicants ils ont pris l'habitude de l'abondance parce que t'es un peu toujours dans l'urgence, t'as un événement qui se prépare, tu te dis en fait entre guillemets on va faire simple, on fait gros et puis on envoie à tout le monde et on réfléchit pas, on fait pas de spécialisation si tu veux. On fait un petit peu la communication en masse. Mais moi ce que je dis souvent c'est que quand tu communiques à tout le monde, tu fais pas de la communication, tu fais du bruit, tu vois. Donc là c'est un petit peu la même métaphore, c'est que tu distribues à plein de gens des choses qui n'ont pas forcément de sens. Et donc le problème c'est qu'une fois que tu as pris une habitude, c'est compliqué d'en sortir. Donc moi, l'idée, pour bien répondre à la question, c'est de partir d'un autre point de vue. Donc, de considérer l'objet publicitaire, le goodies, même si, encore une fois, j'ai un petit peu de mal avec ce terme, parce que ça correspond justement à ce côté un peu hyper consommation qui est pas du tout cohérent. Si tu considères l'objet publicitaire comme un média, au même titre qu'une affiche, par exemple, dans la rue, ou une pub au cinéma, tout de suite, tu imagines que les médias sont pas égaux et qu'on ferait clairement pas les mêmes campagnes publicitaires dessus. Tu vas pas faire la même chose au cinéma que, encore une fois, sur une affiche dans la rue. Donc, l'approche, c'est plutôt de ramener l'objet publicitaire dans son cadre, là où il est vraiment efficace et pertinent. Et l'un des exemples que j'aime bien utiliser, c'est ce qu'on appelle les welcome packs. C'est les cadeaux qu'on offre aux collaborateurs avec tout un tas d'objets qui peuvent être utiles dans leur quotidien. En fait, la grosse particularité, c'est que déjà, tu peux tout de suite transmettre les éléments clés de ta marque employeur en choisissant des objets qui vont être cohérents avec, ta culture, et deux, le quotidien dans les bureaux. T'as un espace d'expression qui est, pour le coup, plutôt pertinent, parce que la personne, elle vient d'arriver dans la société, donc c'est le moment où tu peux lui apporter des choses assez structurantes. Et t'es clairement à l'opposé du cas où, justement, tu connais pas ta cible. Typiquement, événement, et je fais mes 1000 stylos parce que je sais pas à qui je vais envoyer ça, tu vois. Donc, pour résumer, je dirais que en fait, ça revient à réfléchir au pourquoi tu décides de communiquer sur un support donné. Et finalement, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire et qu'on fait parfois d'ailleurs quand on se dit, tiens, quand on fait une campagne d'affichage, on va essayer de cibler le message. Pourtant, dans l'objet, il y a peu de gens qui le font, tu vois, parce qu'on a pris cette habitude de la surconsommation. Ouais. Ça me fait penser à un exemple assez concret, je pense que tout le monde a en tête, c'est le sac à dos Basic Fit.
Et j'avais entendu que justement ce sac à dos, il était alors je sais pas s'il est éco-conçu, mais par contre il est de très bonne qualité, c'est-à-dire que c'est pas du tout un sac à dos bas de gamme qui au bout de 3 usages est complètement déchiré, il y a plus de fermeture, il y a plus rien, et qu'en fait ça fait, il me semble, enfin moi on m'avait dit que le coût du sac à dos était quasiment le prix d'un mois d'abonnement, et qu'en fait Basic Fit mettait cet investissement là parce que ils savent que s'ils mettent un sac à dos de qualité, les gens vont le porter, et qu'aujourd'hui en fait la réalité c'est que le sac à dos Basic Fit on le voit dans toutes les rues de toutes les grandes villes de France et d'ailleurs quoi. Complètement. Bah, typiquement, un objet qui a été bien réfléchi par rapport à son usage et la force de l'objet média, elle est parfaite. C'est effectivement un très très bon exemple. Ouais. Du coup, selon toi, c'est quoi le rôle de la créativité et de l'innovation dans la production de supports de communication qui sont plus durables et moins impactants? Et est-ce que il y a des alternatives que tu as découvert avec B-Site qui t'ont semblé vraiment intéressantes ou surprenantes? Alors sur la première partie de la question, il y a, pour moi déjà, faut distinguer deux types d'innovation sur ce secteur. Le premier type d'innovation, c'est l'innovation, on va dire, en tout cas c'est comme ça que je la qualifie, gadget, qui provient un peu du passé. Donc elle a été motivée, si tu veux, historiquement par la volonté des communicants de toujours trouver une idée un peu originale, et le fameux phénomène dont je parlais tout à l'heure, l'accès aux pays à bas coût de main d'œuvre et l'américanisation des modes de vie. Donc si tu mets ces trois trucs-là dans un shaker, bah, ce qui sort, c'est cette espèce d'innovation un peu qui perd complètement tout son sens, et parce que tu peux pas trouver indéfiniment une idée originale. Tu vois, au bout d'un moment, les gens ont besoin de manger, de dormir, voilà, des usages, il y en a pas non plus des millions, donc tu finis par créer des besoins inutiles. Et typiquement, l'exemple que j'aime, enfin le moins, c'est chose qu'on refuse nous de faire catégoriquement chez nous, c'est la balle anti-stress. Tu vois, c'est un bout de mousse. En fait, franchement, quand tu fais une étude, tu demandes aux gens est-ce que c'est quelque chose qui est utile. Enfin, je pense qu'il y a d'autres façons de faire de l'anti-stress déjà, clairement, que de s'énerver sur une balle en mousse. Et puis, le produit en soi est pas du tout éco-conçu, quoi. Et encore, là, je suis assez sympa avec cet exemple parce qu'on a des trucs complètement dingues. On a des bouteilles enceintes, des trucs complètement dingues. Genre vraiment, où là, c'est l'innovation gadget. On s'est dit qu'il fallait faire original et on a rajouté des briques d'usage sur quelque chose qui perd complètement son sens à la fin, quoi. Donc cette innovation-là, elle joue un rôle pour moi un peu négatif, voilà, sur le côté durable des produits sur le marché. Par contre, de l'autre côté, tu as une innovation qui est très très cool en ce moment, qui est l'innovation plus sur l'éco-conception des produits. En général, on va dire que ça se focalise plutôt sur des produits les plus commandés, les plus fréquents, donc des choses entre guillemets certaines, tu vois, des mugs. A priori, les gens ils vont continuer à boire du café, du thé en entreprise. Les bouteilles, on a besoin de bouteilles réutilisables pour éviter le plastique à usage unique dans les entreprises, voilà. Donc ça se focalise souvent là-dessus, et les fabricants ils essayent d'améliorer toutes ces catégories de produits en changeant les matériaux, en changeant les méthodes de personnalisation. Tu vois, par exemple, on a des nouveaux textiles qui sont non teintés. C'est du coton recyclé qui est non teinté, donc le style est un peu différent. Ça fait pas la même couleur, c'est pas une couleur aussi forte que un produit que tu pourrais acheter en boutique, tout neuf, mais c'est quand même sympa aussi. Ça permet d'avoir des réductions d'impact qui sont assez fortes. Donc ça, et puis après aussi la conception du produit en elle-même qui peut être vue. Et donc pour répondre à la deuxième partie de la question, donc au niveau des alternatives, dans cette logique d'innovation en éco-conception, ces derniers temps j'ai découvert des choses vraiment cool, et on a été surpris par des fabricants qui trouvent de nouvelles filières de matériaux usagés pour pouvoir faire des nouveaux produits. Donc là je viens de mentionner rapidement le textile, mais on a vu par exemple des pare-chocs de voitures recyclés en stylo, des briques de lait en carnet, donc couverture de carnet, et puis toute l'architecture, l'armature, et des pneus de voiture convertis en tapis de souris pour les espaces en flex où parfois les souris optiques fonctionnent assez mal. Donc voilà, c'est des petites choses, ça me paraît assez original, tu vois, et je trouve que ça va dans le bon sens de pouvoir récupérer des flux de matière qui sont d'autres industries pour pouvoir les mettre dans une industrie qui a besoin justement de faire sa transformation, quoi. Trop intéressant. Peux-tu nous en dire plus sur la méthodologie que vous utilisez pour calculer l'impact environnemental de vos produits? Ouais, alors je vais essayer de faire simple parce que c'est assez technique, mais on va faire synthétique. En fait, on utilise une méthodologie européenne déjà qui s'appelle le PEF, ça veut dire Product Environmental Footprint, donc impact environnemental produit, empreinte environnementale produit, et c'est basé sur l'ACV. Donc ACV, ça veut dire analyse de cycle de vie. Je sais, ça fait beaucoup d'acronymes. Et donc l'analyse de cycle de vie, il faut qu'elle soit cradle to grave. Le cradle c'est le berceau, grave c'est la tombe, donc ça veut dire du berceau à la tombe. Pour dire ça autrement, c'est de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit. Donc cette méthodologie PEF, elle est basée sur l'analyse de cycle de vie
qui se passe donc sur tout le cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, qui peut être donc du recyclage ou autre. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est une méthode qui étudie pas seulement un impact qui est très connu, qui est l'empreinte carbone, donc l'impact qu'on appelle changement climatique, parce que l'empreinte carbone est la mesure du changement climatique. Elle étudie 16 catégories d'impact. Et dans la version française et chez l'ADEME en ce moment, dans les bases de données de l'ADEME, c'est 12 critères d'impact. Donc t'as pas seulement de carbone, ce qui est un très gros sujet aujourd'hui, parce qu'on a tendance à beaucoup ramener le calcul de l'impact environnemental des produits à l'empreinte carbone, mais c'est loin d'être le seul impact. Et tu vois, typiquement, on fait des journées de sensibilisation nous à ces sujets-là, et parfois on demande sur un t-shirt qui est utilisé en France, on dit ouais, c'est quoi l'impact le plus fort à ton avis d'un point de vue environnemental? Et les gens ils disent l'empreinte carbone, et en fait c'est pas le premier, c'est le deuxième. Parce que le premier, ça va être dans sa phase d'utilisation, on utilise de l'électricité, et l'électricité ça crée ce qu'on appelle de la radiation ionisante. Et la radiation ionisante, selon les scénarios évidemment, donc là faudrait que je vous donne toutes mes hypothèses, mais dans l'idée, selon le scénario, la radiation ionisante est le premier impact. Donc tu vois, ça occulte tout ça. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir du multicritère. Et donc après, bien comprendre le PEF, donc c'est une espèce de surcouche qu'on met au-dessus de l'ACV, parce que quand tu fais un calcul d'ACV, à la fin du résultat, tu peux dire en fait j'ai réduit l'empreinte carbone. Par contre, j'ai augmenté un autre impact, par exemple l'utilisation de ressources minérales. Et donc comment tu décides toi en tant qu'acheteur, ok, j'ai moins 27% sur l'empreinte carbone et j'ai par contre plus 17 sur les ressources minérales. Mais comment je décide? Est-ce que je considère que les deux sont exactement identiques et je me dis moins 27 plus 17 ça marche, ça fait toujours moins 10? Ou alors comment je fais? Et donc typiquement le score PEF ça sert à ça. Ça crée une note globale qui, si tu veux, mixe un petit peu avec une pondération qui a été décidée au niveau de l'Europe et qui te dit l'empreinte carbone ça va être tant du score global, ensuite le radiation ionisante tant, etc. Et donc tu as un score. Et l'idée c'est de pouvoir comparer des choux, des patates, des carottes sur la même base scientifique. Et là en l'occurrence nous des bouteilles entre elles, tu as un score à la fin et c'est beaucoup plus facile pour pouvoir l'évaluer. Et donc une fois que tu as ce score, t'as pas fini parce que tu dis OK, super, donc maintenant je sais que cette bouteille elle vaut 1000 micropoints, donc micropoints c'est l'unité du score. Mais ok, super. Et je fais quoi ensuite? J'achète cette bouteille à 1000 ou une bouteille à 1500? Enfin, qu'est-ce que je fais? Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on évalue l'impact environnemental et donc via ce score PEF de tous les produits du marché, en tout cas les plus vendus, et on va ensuite proposer un produit qui va avoir un meilleur impact que la catégorie. Et donc le produit le plus vendu sur le marché, on dit qu'il fait par exemple 1500. Ensuite, nous, on va définir l'éco-conception comme étant 25% d'impact en moins sur le score PEF par rapport à la catégorie. Et donc tous ces produits qui respectent cette règle-là vont pouvoir rentrer dans notre catalogue. Et donc les clients qui viennent chez nous savent qu'ils font à minima 25%, selon les cas, parce qu'après il y a des catégories de produits où c'est impossible de trouver moins 25%. Donc mais l'idée c'est d'être normalement au minimum à 25% de réduction d'impact. Comme ça, tu sais que tu as une espèce de garantie, si tu veux, de réduction d'impact. Ok, super intéressant. Parce qu'en fait, souvent ce qu'on voit, c'est que notamment dans l'environnement et tout ce qui est calcul environnemental, personne n'est vraiment d'accord sur les méthodologies, les chiffres, les ordres de grandeur, et j'ai l'impression que il y a vraiment c'est juste une énorme zone grise. et finalement je vois que la méthodologie elle a l'air d'être assez fiable et bien maîtrisée de votre côté, mais comment est-ce que vous arrivez vraiment à prendre des décisions basées sur ces données? Alors déjà je te rejoins complètement, c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir un consensus sur les impacts environnementaux. Il y a un gros sujet en ce moment sur le bilan carbone des entreprises typiquement, où ils sont en train de se poser la question dans la comptabilité carbone comment harmoniser. Voilà, c'est un peu le mot-clé. Donc je te rejoins totalement sur ce constat. Et pour gérer les zones grises, il y a 2 éléments de réponse. Déjà, pour nous en particulier, la zone grise la plus grosse et la plus évidente, c'est le manque de traçabilité qu'on a sur les produits. Donc, pour donner un exemple concret, parfois, la structure du marché fait que toi, t'achètes à une entreprise qui va elle-même importer des produits qui viennent peut-être d'Asie, donc dans une usine, mais cette usine-là aussi, elle achète à des gens qui achètent peut-être aussi à d'autres gens. Donc, si tu veux, au bout d'un certain nombre de N plus X, du coup, X étant le nombre de personnes sur la chaîne de valeur, tu sais plus du tout d'où viennent les choses. Et donc, parfois, ton fabricant qui fait ton tote bag, il sait pas, en gros, pour dire simplement les choses, d'où vient le coton. Sauf que, quand tu fais ta modélisation produit, t'as bien besoin de savoir d'où vient ton coton, parce qu'il faut savoir quel est le pays quel est le mix énergétique, etc. Donc, il y a tout plein de questions à se poser. Et donc, au niveau de la traçabilité, dans tous les cas, la réponse est la même. Quand tu sais pas, moi, c'est un peu une règle
de coin de table, mais qui marche tout le temps. Quand tu sais pas, tu prends le pire scénario possible. Comme ça, tu ne sous-évalues jamais un impact. Et à l'inverse, plutôt, le but, c'est de le surévaluer. Donc, tu pénalises, entre guillemets, le manque de traçabilité. Ce qui peut poser question dans l'absolu, d'un point de vue moral. C'est-à-dire que il y a peut-être certains produits où tu peux te dire, ça se trouve, ils sont bien, mais en fait, là, ils sont pénalisés. D'un autre côté, s'ils sont bien, comment je peux le savoir si j'ai pas la traçabilité, tu vois? Donc, c'est un parti pris. Et ce parti, en l'occurrence, on dit que c'est une hypothèse conservatrice. Ça permet d'éviter les contresens. Tu vas dire, en fait, on a un super produit, mais il est fabriqué où? Là-bas, mais le coton, je sais pas d'où il vient. Alors, comment tu peux savoir s'il est bien ce produit? Tu vois? Donc, au moins, ça les exclut. Et donc, l'autre élément de réponse serait plutôt de parler de la transparence. Comme tu disais, il n'y a pas de méthode parfaite dans l'absolu. Par contre, il y a des cadres plus ou moins sérieux et donc toutes les méthodes ne se valent pas, clairement. Et le PEF, tu vois, c'est une méthodologie européenne, ça fait 12 ans que ça existe, c'est quand même ultra robuste. Et donc le critère numéro 1 que tu dois avoir toi en tant que consommateur, consommatrice, toutes les personnes qui nous écoutent, c'est de se dire que quand on donne un argument écologique, donc nous comme on le fait avec les pourcentages de réduction d'impact, je te dis moins 25%, mais donc par rapport à quoi? Il faut que la méthodologie utilisée soit accessible publiquement pour qu'un curieux ou une curieuse puisse comprendre comment le résultat a été obtenu, quoi. Et ça permet d'être clair sur les zones grises et de les assumer plutôt que de les cacher. Donc nous, typiquement, tu vas sur notre site, il y a écrit, tu suis sur la home, notre méthodologie, tu peux accéder à docs.beside.co, tu as accès à la méthodologie, on explique comment on fonctionne pour être clair sur le fait que quand on dit moins X% d'impact, voilà ce que ça veut dire. Et en toute transparence, effectivement, c'est pas parfait, mais bon, on essaye autant que faire se peut d'aller vers une méthode la plus parfaite possible, quoi. Et cette méthodologie PEF notamment, est-ce qu'elle prend en compte l'impact sociétal ou c'est juste environnemental? Alors non, pas dans le PEF, même si c'est des sujets qui sont en cours d'études. Il y a une autre méthodologie qui est faite par l'UNEP qui s'appelle la Social LCA. LCA, ça veut dire ACV en anglais. Et donc ce principe-là, ça va être des études par rapport au lieu de fabrication et il y a un certain nombre de critères sociaux qui sont pris en compte. Donc nous, on les calcule systématiquement à chaque calcul de PEF en fait en parallèle, vu qu'on modélise le produit, on intègre ça, c'est fait dans notre outil. On a directement la méthodologie Social LCA qui remonte. Mais non, effectivement, c'est une très bonne remarque. Et d'ailleurs, dans les critères ESG, tu vois, t'as bien le S qui apparaît. Et c'est important de faire attention à ça, et notamment dans la gouvernance aussi. Dans la Social LCA, t'as des prises en compte de la gouvernance des entreprises qui sont fabricantes. Donc c'est plutôt une méthodologie bis qu'on utilise aussi dans le cadre de notre du coup plus la charte d'achat responsable qu'on a développé, notre politique d'achat responsable en interne. Mais c'est pas nécessairement relié directement au PEF qui lui est un score d'impact environnemental. Ok, intéressant. Ça me fait penser justement à cette, je sais pas si t'avais suivi cette affaire, mais avec Patagonia justement qui s'était fait épingler, beaucoup de Patagonia qui a une image responsable, c'est un peu la mecque de l'entreprise responsable dans la mode et qui s'est fait épingler parce que en fait ils utilisent les mêmes usines de production que H&M, Zara, etc. Donc en fait les conditions finalement de travail sont pas mieux qu'ailleurs, quoi. Ouais, complètement. Et c'est complexe parce que tu vois, on voit bien que effectivement le sujet de l'environnement est un sujet déjà à part entière. Et typiquement en fait nous ce qu'on a décidé de faire dans l'ordre, c'est que en gros on présélectionne d'abord des fournisseurs sur justement leurs critères sociaux. Et après, on vérifie quand c'est fait loin. Donc, toujours, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est une question de traçabilité. Si tu as la porte ouverte de l'usine, vendredi à 15h30, en appelant 10 minutes avant, tiens, je suis devant chez vous, est-ce que je peux rentrer? Normalement, il y a rien à cacher. Par contre, si il faut, tu vois, prendre l'avion, déjà, ça pose question, pour aller faire un audit, surprise, mais en même temps, tu peux pas vraiment faire trop surprise. Donc, les gens, ils ont le temps de tout ranger sous les plaques, sous le tapis, etc. Pour avoir accès à une information, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi si tu veux, d'éviter ce genre de problème, tu vois. Et donc, nous, on avait eu le cas là quand il y a eu le gros scandale sur le traitement horrible qui est réservé aux personnes ouïghours. On s'était rendu compte en fait que nous, on a sollicité tout de suite nos fournisseurs en disant est-ce que vous avez le pied quelque part là-dedans, quoi. Et sur l'intégralité des fournisseurs, nous, on n'avait pas vendu de produits qui avaient été faits dans ces usines-là, parce qu'on sélectionne vraiment les usines auditées au sein des fournisseurs qui font ces audits-là. Mais t'as quand même certains fournisseurs qui ont avoué, ils nous ont dit ouais, j'avoue que on avait une ou deux usines dans la liste. Alors on travaille très peu avec eux, mais on les a tout de suite blacklistées, tu vois. Donc ça peut arriver à tout le monde. Même quand tu fais hyper attention, et donc typiquement Patagonia, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment le maximum d'efforts sur le volet social, sur le volet environnemental. Faut surtout pas oublier le volet social par rapport au volet environnemental. Les deux sont à prendre en compte. Ok, super intéressant.
En cette période de crise et d'inflation, comment est-ce que tu persuades les entreprises de suivre le mouvement? Parce que j'imagine que ça a un coût d'éco-concevoir plutôt que de passer par de la production de masse. Ouais. Et deuxième question, dans la foulée, quels sont les principaux obstacles ou objections que tu rencontres habituellement et comment est-ce que tu les surmontes? Bah déjà, c'est une bonne question à poser en ce moment, clairement, parce que on est en plein dans l'actualité, comme comme tu le mentionnes, effectivement, une grosse période de crise au pluriel, hein, parce qu'il y a des crises de partout et voilà, sur plein de sujets. Je pense que je ne sert à rien de revenir dessus. Donc, en ces périodes-là, il arrive régulièrement quand même qu'on nous mentionne, nos clients nous mentionnent, que c'est pas la priorité, la RSE. Ce qui est assez dur à entendre parce que nous on est entreprise à mission, c'est un peu notre cœur de métier, on a envie que les choses avancent et c'est un peu triste. Donc heureusement, on a du positif là-dedans. On a des études aujourd'hui, donc notamment une étude de France Stratégie en 2020 qui démontre que en moyenne, les entreprises qui investissent aujourd'hui en RSE sont 13% de mémoire plus performantes et plus résilientes. Donc ça, si tu veux, ça permet un petit peu de ramener quand tu es avec des personnes dans la direction, etc. Tu peux dire non mais attendez, aujourd'hui c'est important quand même d'investir parce que même si aujourd'hui il y a la crise, en fait c'est justement parce que vous allez investir aujourd'hui que demain vous serez en plus meilleur d'un point de vue performance économique. Donc, faut quand même relier à cette performance économique et à la résilience, parce qu'ils se disent entre guillemets, c'est pas qu'un investissement, pour l'environnement, même si dans l'absolu, ça devrait être comme ça qu'on devrait réfléchir. Bon, voilà, ça demande encore des changements de système, donc on n'y est pas encore. Mais ça reste encore assez abstrait comme niveau, parce que c'est des trucs assez stratégiques et long terme. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt de ramener les entreprises de la même manière sur des petites incentives plus concrètes qu'elles vivent au quotidien. Par exemple, en communication interne, nous, c'est un truc qu'on répète souvent, c'est le fait que les collaborateurs aujourd'hui, les collaboratrices, sont beaucoup plus regardants sur les actions RSE des entreprises. Et donc, si tu suis pas le mouvement, t'as des difficultés à recruter, et deux, il y a de fortes chances que tu aies du mal aussi à garder tes équipes. Donc, j'admets, ça fait un peu bâton et carotte. C'est pas du tout comme ça que j'aime motiver les gens. Genre, nous, dans notre entreprise, on a un modèle de management qui est à l'opposé de ce système-là, où on va justement beaucoup plus leur donner une motivation intrinsèque, tu vois, essayer de se connecter à quelque chose qui les dépasse, donc notre mission, etc. Mais pour le coup, les directions d'entreprise, malheureusement, n'ont pas encore intégré cette idée un peu de planification long terme et planification écologique, pour dire le mot-clé. Donc, clairement, on repose aujourd'hui encore sur des motivations assez primaires, donc de bâton et de carottes, et j'espère qu'on pourra quand même un jour changer d'approche et passer sur ce que j'aime appeler les futurs désirables. Parce que vendre à un client un futur désirable et lui donner l'envie d'aller vers ce futur désirable, c'est quand même vachement plus sexy que lui dire attention, tu vas pas être performant économiquement, ou attention, tu vas avoir des difficultés à recruter, quoi. Tu vas remuer le couteau dans la plaie par rapport à lui dire mais en fait tu pourrais être dans ce monde et viens, on y va ensemble. Ouais. Et est-ce que tu as des exemples où le retour sur investissement du marketing durable a été clairement démontré? Ouais, on en a plein. Si je reprends l'exemple des Welcome Kits, je pense que c'est l'exemple pour moi le plus typique. En fait, nos clients souvent ils communiquent sur leur stratégie RSE et justement l'idée c'est de pouvoir accompagner cette communication de support éco-conçu pour pouvoir démontrer le sérieux qu'ils ont dans la démarche et surtout ça pour moi c'est hyper important, la notion d'exemplarité. Et donc vis-à-vis de ce marketing durable comme on vient de le mentionner, les Welcome Kits, si je prends un exemple, en gros on va accompagner par exemple le kit avec le mug, la bouteille, le carnet, le stylo, etc. selon les besoins de l'entreprise, avec une petite carte qui va présenter les grandes lignes de la stratégie RSE et le rôle qui est partagé par tous les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Donc en gros on essaye de dire on a une stratégie, je sais pas, un objectif à moins 25% de CO2 d'ici à 2030 par exemple, ok. Et nous, en tant que service communication, en fait, on prend ces enjeux-là au sérieux. On a choisi aussi de nous engager par rapport à ce moins 25% dans notre quotidien. Et on vous offre aujourd'hui un Welcome Kit qui a permis X% de réduction d'impact par rapport à un scénario standard. Donc, tu vois un peu l'idée, c'est de pouvoir dire... Ouais. En gros, je suis pas juste en train de te dire il y a une stratégie 2030 et voilà, c'est des mots, c'est des paroles, mais c'est aussi des actes. Oui, puis ça rend aussi un peu plus concret ce qui est peut-être présenté une fois par an ou tous les trimestres au mieux dans des réunions d'équipe. Et là, c'est vraiment, c'est physique, c'est l'objet et ça explique tout le contexte. Alors que on pourrait faire exactement la même chose sans expliquer ce contexte-là.
l'équipe serait là, ok, j'ai reçu une gourde, je viens d'arriver, cool. Ouais, tout à fait. En fait, et c'est ça, et ça donne du sens, ça redonne du sens aux choses. C'est-à-dire, je fais d'une pierre deux coups. Tu rentres dans mon entreprise, j'ai envie de te faire un cadeau parce que, pour plein de raisons, au bureau, ce sera pratique que tu aies tous ces objets-là. Et c'est des choses qu'on a réfléchi ensemble, etc. Il y a toute une démarche de réflexion aussi en amont sur le besoin. Et comme tu peux le voir, voilà, ça a un usage concret. Et je profite de ce moment-là pour te parler de quelque chose qui est important pour notre entreprise, c'est-à-dire cette stratégie RSE. Et je te le mets en perspective en te montrant très concrètement une des actions qu'on peut faire. Voilà, moi je fais un welcome pack, c'est mon métier en tant que communicant. Et je te fais un welcome pack avec moins 25% d'empreinte carbone parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire et c'est ce que je te demande aussi de faire et de prendre en compte dans ton quotidien. Tu vois. Donc il y a ce côté un peu exemplarité. Et moi je souhaite à tous les communicants de pouvoir vivre ce genre d'expérience parce que c'est très très cool. Top, j'aime beaucoup cet exemple. Du coup, j'aimerais bien qu'on prenne un cas concret. Imaginons, je suis une entreprise B2B. J'ai pour l'habitude d'organiser tous les ans un séminaire avec mes clients, prospects, partenaires, donc à peu près 200 invités. Et à chaque fois, j'offre un tote bag avec un stylo et un carnet pour prendre des notes lors de la conférence. Bien sûr, flagué avec le logo de mon entreprise. Et j'aime bien rajouter un petit goodies original différent chaque année. Si je viens vers B-Site pour te demander un devis, qu'est-ce que tu me proposes? Alors, en premier lieu, en fait, on a un process en 2 étapes dans la partie briefing projet. La première étape, c'est de questionner le besoin, si je peux me permettre, parce que en fait, quand on a un brief comme ça, en général, ça occulte une grosse partie du pourquoi, tu vois, de ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire là, tu arrives en me disant, je veux ça, mais moi, je sais pas pourquoi. Donc, je peux pas te dire si on est d'accord. Donc, en gros, je vais te poser des questions. Je vais te dire, pourquoi tu veux ces produits-là, des tote bags, etc. Est-ce que les gens vont avoir besoin sur place? Est-ce que tu veux qu'ils le gardent chez eux? Tu vois, quel est l'usage en fait recherché des produits? Et le truc, c'est que si tu arrives à me convaincre que c'est vraiment la meilleure sélection, on est ok et on passe à la phase suivante. Et j'y reviendrai juste après. Sinon, je continue à te poser des questions pour voir si on arrive à tomber d'accord. Et si parfois on peut pas sortir du cadre, parce que très souvent on a eu des demandes, on disait ouais je veux ci, je veux ça, je dis ah ouais pourquoi? Je sais pas, je dis vous avez réfléchi à quel contexte en fait, pourquoi vous donnez ça? Non, ok, on va le faire ensemble. Et au final, les gens arrivent pour un tote bag et ils repartent avec un truc qui a rien à voir et qui est beaucoup plus ciblé par rapport à leurs besoins. Donc pour moi, cette phase-là, c'est la phase qui fait appel à la notion de sobriété, c'est-à-dire que en gros, encore une fois, on va viser un objectif de communication et on va être sobre dans l'approche en essayant de trouver quelque chose qui répond vraiment à cet usage. Et donc il faut être clair sur son objectif de com. Et typiquement, il y a une grosse partie des projets de goodies, si je reprends le terme, justement pour vraiment marquer le truc. Très souvent, les projets de goodies, c'est juste je veux 200 carnets. Non, tu veux communiquer à des gens en leur offrant quelque chose qui va leur servir au quotidien et donc qui va pouvoir montrer ta marque régulièrement. Et donc quel est le meilleur produit qui répond à cet objectif? Tu vois, peut-être pas un carnet. Bon, donc ça c'est pour la phase 1. Et en phase 2, en gros, on va faire une sélection de produits. Donc imaginons qu'on est d'accord avec tout ce que tu as défini, c'est parfaitement cohérent avec ton événement. Donc on va se baser sur le catalogue éco-conçu, qui est donc le catalogue de tous les produits qu'on a évalués et qui sont au moins X% inférieurs selon les catégories au standard. Et après, on fait, par exemple, donc je sais pas, tu me disais le tote bag, peut-être que les tote bags, t'as peut-être une idée en tête, t'as besoin d'un soufflet parce que ce que tu vas mettre dedans, ça va être volumineux, ou les gens qui viennent au salon ou à ton événement, ils ont un petit peu de matériel avec eux, donc ils ont besoin d'un tote bag grand, ou alors à l'inverse, pas du tout, c'est juste pour de la brochure, donc on n'est pas obligé de mettre un soufflet. Donc tu vois, on fait typiquement ce genre de truc, on va se dire les 2-3 refs par catégorie de produits que tu nous as demandé, on regarde ça ensemble et puis tu me dis ça j'aime bien, le budget va bien, et puis après on rentre dans une phase un peu plus opérationnelle. Les créas, donc on essaie de réfléchir idéalement quand on a le temps, et c'est ça qui est génial, c'est pour ça que je sais qu'on va parler un peu de slow après, mais reprendre le temps, c'est très important, parce que typiquement quand tu as le temps, tu peux bien réfléchir à la créa. Un tote bag, il y a beaucoup d'espace de marquage, donc tu peux dire des choses supplémentaires. Les techniques de marquage sont différentes selon les produits, donc parfois tu peux faire de la quadrille, parfois non. Donc tu vois, tu peux faire une espèce de melting pot de chacun des avantages des produits en faisant glisser plusieurs messages sur ton kit. Et après, on fait ça, on maquette pour que tu vois à quoi ça ressemble, on lance en fabrication et on livre. Voilà. Ouais, ce point là sur effectivement le temps de process, moi je sais que, alors je fais pas beaucoup d'événementiel avec mes clients parce que j'ai quand même une grosse casquette marketing digital, mais quand ça arrive ou qu'on me demande des conseils, si on est vraiment short dans les timings et que last minute c'est est-ce qu'on ferait pas des flyers, ou est-ce qu'on ferait pas je suis là genre en fait si on n'a pas vraiment le temps de se poser, de réfléchir
Ouais. de bien faire les choses, c'est non, quoi. Ça va être Totalement juste d'accord. gadget. Ça va être, Ouais, bah très souvent, on a des projets où en fait, je suis très honnête, je dis franchement, vous allez jeter de l'argent par les fenêtres. Gardons, c'est très bien qu'on ait pris le contact aujourd'hui sur ce projet-là. Anticipons pour le prochain événement, même s'il est dans 6 mois. On réfléchit à quelque chose qui pourrait être cool, que vous pourrez utiliser sur tous les salons ou en tout cas sur ce prochain salon en particulier. Mais sinon, on va pas faire. C'est exactement ce que tu dis. Ça va finir par faire un truc un peu gadget. En gros, c'est un peu comme si tu imprimais un bout de papier, tu mets ton logo dessus et tu le donnes aux gens. Regardez, j'existe, quoi. Ouais, super. Mais enfin, c'est quoi ce, je sais pas, ça fait pas projet de communication. Ça fait voilà, quelque chose d'assez basique. Ouais, je suis bien d'accord. Wilfried, le greenwashing, c'est un piège vraiment facile pour les entreprises, par méconnaissance, par on essaye de bien faire, mais en fait, on peut tomber vraiment dedans très facilement. Est-ce que tu as des astuces pour justement éviter de tomber dans ce piège et comment s'assurer de rester authentique dans ces campagnes tout en étant transparent dans ses communications? Alors, bah, c'est 2 très grandes questions et justement, si je pense que si je développe aujourd'hui, ça va être un peu long. Donc, vu que, par contre, tu tombes bien, parce que ça fait, nous, on s'est lancé en 2019 et ça fait donc un peu plus de 4 ans que, on va dire qu'entre guillemets, on imprime des messages publicitaires sur des supports de communication. Donc, j'en ai vu passer énormément et au bout d'un moment, étant donné que notre mission, c'est quand même de réduire l'impact environnemental du secteur de la com, par extension, si on peut aussi faire attention à éviter de faire du greenwashing, ça a du sens vis-à-vis de notre mission. Donc, on a fait un peu plus de 2 ans et demi de R&D. On a regardé plein de messages, pas que ce que nous on imprimait, hein, aussi d'autres guides. On s'est basé aussi sur le guide de l'ADEME, etc. On a fait de gros melting pot de contenu et on a constitué un guide qu'on a co-publié avec le média Positiver en septembre dernier. Là, donc on l'a officialisé pendant le salon Pro Durable, qui est un salon qui se déroule à Paris en tout début septembre. Et c'est accessible sur notre site, donc on pourra peut-être même le mettre dans la description. Voilà, donc sur notre site, c'est dans l'onglet en haut. Nos services et messages responsables. Et en gros, on a conceptualisé 10 principes qui fonctionnent tous de concert. Donc, il faut tous les respecter ensemble pour s'assurer le minimum de risque de faire du greenwashing. Parce que comme tu l'as dit, en fait, on a toujours tendance à croire que le greenwashing c'est intentionnel, alors que dans les faits, c'est assez souvent, en fait, on fait pas attention et on se rend pas compte qu'on en fait. Et je pense qu'il y a quasiment 99% des marques qui pensent bien faire, qui en fait font pas bien. Après, à différents degrés, justement, c'est pour ça que je dis que les 10 principes, si tu les appliques tous ensemble, t'as un risque minimal, mais t'as pas un risque zéro non plus. Donc voilà, pour en citer un ou deux rapidement, il y a par exemple un principe sur les controverses, donc à éviter. On évite les controverses scientifiques parce qu'il y a toujours un décalage entre la loi et la littérature scientifique. Et une controverse très connue, c'est la neutralité carbone, voilà, qui aujourd'hui, une allégation de neutralité carbone est extrêmement encadrée par la loi, mais peut-être pas encore suffisamment, parce que pour les scientifiques, c'est très clair, une entreprise peut pas être neutre en carbone. Ou alors, il y a un point sur la mesure d'impact qui est pareil, extrêmement importante pour pouvoir communiquer sur un argument écologique, parce que si tu dis juste, c'est plus écolo, c'est comme si je te disais, je fais des supports éco-conçus. Et tu me disais, d'accord, pourquoi, comment, enfin, qu'est-ce qui fait que c'est éco-conçu? En fait, on fait attention aux matériaux. Ouais, mais je sais pas, t'as pas un chiffre parce que ça se trouve, tu fais attention aux matériaux, mais c'est pas les bons matériaux. Et nous, on a des cas typiques, le cas du bambou par exemple, qui peut paraître être un super matériau, mais en vrai, qui pose plein de questions. Donc clairement, j'invite tous les auditeurs et auditrices à le télécharger gratuitement, parce que voilà, il y a les 10 principes, c'est assez simple d'utilisation. J'espère que ça répondra en tout cas à la question de comment on fait pour l'éviter, avec un contenu assez approfondi qu'on n'aurait pas le temps de détailler aujourd'hui. Pour l'avoir lu, c'était vraiment clair et ça donne effectivement 10 principes à suivre, des guidelines qu'on peut, au moins des questions qu'on peut se poser pour avant de lancer un projet de communication. Donc je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Wilfried, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? En premier, je me dirais que déjà ma définition se rapporte à ce que je décrivais tout à l'heure dans ma réponse sur ta première question dans les goodies, par rapport au terme justement de goodies, justement déjà en premier lieu, ce serait de désaturer les espaces qu'on partage et qui aujourd'hui sont saturés de communication. Et si on prend le cas des goodies, typiquement, ça sera de pas apporter 1000 stylos à un salon ou à un événement où en fait tu sais que tu vas parler potentiellement à 50 personnes pertinentes par rapport à ton entreprise. Donc encore une fois, pas saturer tout le monde de choses qui vont pas être ciblées par rapport à leurs besoins et puis par rapport à tout simplement à ta cible quand tu fais une campagne, quoi. Donc désaturer, pour moi, c'est le premier sujet. Et après, on en a aussi un petit peu parlé. Il y a l'idée de reprendre le temps de réfléchir à nos campagnes. On bosse tous tout le temps dans l'urgence.
En tout cas, c'est très fréquent. Je fais un post d'ailleurs récemment à ce sujet parce que vraiment, ça débordait. J'avais absolument besoin d'en parler, tu vois. Ouais. Je disais, mais c'est pas possible, tu vois. On finit par ne pas réfléchir et on fait toujours comme on a toujours fait. Parce que il reste 3 semaines et que 3 semaines, t'as 2 semaines et demie de délai de prod, donc en fait t'as pas le temps de réfléchir, mais c'est pas possible. En fait, quand on prend le temps, on construit des campagnes qui sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus impactantes d'un point de vue de l'objectif marketing et communication, et en même temps, du coup, quand tu utilises des solutions comme la nôtre, tu peux aussi faire en sorte qu'elles aient un impact environnemental plus faible. Donc tu vois, c'est tout bénef. Donc pour moi, slow marketing, ça me parle, mais complètement quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. On fait tout dans le rush, mais aussi, moi, ce que je vois souvent en communication et marketing, c'est qu'on essaye de tout faire et d'être partout. Et il y a vraiment une overdose même du côté des équipes, de sujets et je vois souvent dans des rendez-vous de prospection ou même avec mes clients où il y a un peu genre, oui, là, c'est un petit peu beaucoup. Ouais. Oui, en fait, on n'est pas obligé de tout faire, quoi. Et surtout, à vouloir tout faire, souvent, on fait mal les choses. On les suit pas, on n'arrive pas à bien cadrer ses projets. Donc je te rejoins complètement là-dessus. Exactement. Dernière question pour terminer. Qui est-ce que je dois absolument inviter dans ce podcast ? Je me suis posé la question avant d'intervenir aujourd'hui et j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, vu que là on est quand même sur une verticale un peu de marketing durable, j'aimerais bien voir ce que des personnes, tu vois, qui sont un petit peu aussi dans l'univers. Je sais pas si là j'ai pensé à Yann Leonardi que j'avais vu grandir sur YouTube à l'époque et j'aimerais bien savoir, tu vois, voir comment il pourrait intervenir dans ce type de contexte parce que justement de l'extérieur, moi j'ai l'impression qu'il présente une vision très growth entre guillemets, donc typique du marketing un peu fast. Mais peut-être que vu que là tu vois on parle quand même de principes de fond, enfin je veux dire pour moi ce qu'on vient de se dire sur le slow marketing, reprendre le temps de réfléchir tout ça, en fait ça devrait pas être réservé que au marketing durable. Enfin, il faudrait que le marketing devienne durable, tu vois. Ouais. Donc je me dis peut-être que une personne comme ça qui dans l'absolu semble avoir quand même, enfin moi de ce que j'avais regardé, une vision il prend le temps, il fait des contenus assez quali et puis longs. Est-ce que ça pourrait être pertinent ? Je me suis dit ça pourrait être vraiment cool. Voilà, de voir ce que ça donnerait slow marketing versus marketing growth enfin pas versus mais ensemble quoi justement. Ouais. Mais c'est super intéressant que tu abordes ce sujet, c'est un de mes questionnements assez récurrents sur justement cette injonction à la croissance qu'on a dans notre société versus le rôle du marketing là-dedans. Donc hyper intéressant. Merci pour cette suggestion. Peut-être qu'il aura des suggestions intéressantes et peut-être que d'ailleurs il s'est jamais posé la question, je sais pas, mais peut-être que lui poser ça lui fera changer un peu de cadre, donc ça peut être intéressant. Okay, merci. Wilfried, merci beaucoup pour ton temps et pour toutes ces informations. J'ai énormément appris moi pendant cet épisode. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.